Bien, bonjour à tous. Donc voici le plan de cette petite émission que je vous propose. On va faire un retour sur l'hypothèse métrologique de Barabar. On va regarder quelle méthodologie j'ai utilisée pour déduire le garde de Barabar. On va vérifier ensemble l'extrême précision de ces chambres. Je vais vous faire découvrir des nouvelles bases de la métrologie historique des anciennes civilisations. Et enfin, nous allons voir un exemple concret de comment est-ce qu'on arrive à déduire le garde de Barabar de ces chambres. Je propose de revenir sur Barabar et notamment sa métrologie. Si vous avez vu le film Barabar, donc de Patrice Pouillard, vous avez vu que j'interviens dans le film pour parler notamment de la mesure unitaire que l'on retrouve dans ces chambres, qui est un module d'environ 85 cm et demi. Et Patrice m'a envoyé les plans donc, il y a quelques années pour que j'étudie ça, et donc j'ai passé un petit moment à étudier ces chambres pour retrouver une mesure unitaire qu'on a affinée un petit peu, et dans le film, on a proposé 85-41 cm comme étant la valeur moyenne du yard de Barabar. Avant nous, Harry Falk donc, avait déduit 85,5 cm. Et donc ça, c'est une valeur moyenne que j'ai déduite. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Je vais vous expliquer aussi quelles étaient les limites de cette méthode, et dans le film, Patrice Poyard en parle un petit peu, puisqu'on évoque que d'une chambre à l'autre, on ne retrouve pas tout à fait le même yard. En tout cas, il y a au moins une des chambres où on trouve une valeur nettement plus petite de 4 mm. Et Patrice, dans le film, il indique que ces chambres varient précisément les unes par rapport aux autres, mais on n'a pas expliqué pourquoi. Et ça, c'est effectivement une étape difficile, qui est la suite du travail qui a été proposé, c'est d'expliquer pourquoi on va retrouver différentes variantes du yard de Barabar. Donc bah, c'est un peu le travail auquel je m'attache un petit peu, et ça sera sûrement l'objet de publications et conférences futures. Mais je vais revenir sur la méthode de comment est-ce qu'on a déjà déduit la valeur moyenne et théorique du yard de Barabar. Donc voilà un petit peu l'idée de cette conférence. Dans un second temps, je vous donnerai donc des exemples concrets. On va prendre une chambre, je vais vous montrer concrètement comment on faisait. Et je terminerai en prenant un exemple pour vous montrer une autre mesure qui est cachée, qui est en lien avec le yard de Barabar, mais qui est également en lien avec l'Égypte. Et je vous montrerai cet exemple-là, qui n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant. Et tenez bien jusqu'au bout parce que c'est un exemple fascinant. Allez, donc on est parti sur la méthode que j'ai utilisée, sur les méthodes qu'on peut utiliser. Donc pour redéduire en fait la valeur unitaire qui a été employée dans ces chambres, la valeur métrique linéaire, il y a plusieurs méthodes. Donc ça s'apparente à de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'on a un objet et on va le mesurer sous toutes les coutures pour essayer de comprendre comment il est construit géométriquement et détecter en fait un module métrique unitaire qui revient régulièrement. Donc ça, c'est une méthode qui est éprouvée depuis très longtemps en métrologie historique. Il y a quelques exemples majeurs. Newton, par exemple, avait redécouvert la valeur de la coudée royale en faisant mesurer les dimensions de la chambre haute. Il avait donc redéduit une valeur de 52,39 cm pour la coudée royale environ 200 ans avant qu'on redécouvre des coudées royales qui mesuraient 52,35 cm, coudée qui a été mesurée par notamment Drovetti en Italie. Et donc, ça, c'est une méthode. Il y a donc d'autres exemples comme ça. Il y a le professeur Alexander Thom qui a redécouvert le garde mégalithique en mesurant des centaines de cercles de pierre, dont il avait compris qu'il y avait un nombre entier linéaire qui revenait sur les diamètres ou sur les périmètres des cromlechs, donc des cercles de pierre. L'autre exemple majeur, on a donc Saburo Fujiyama, un archéologue américain, qui redécouvre la valeur du yard utilisé à Teotihuacan en mesurant les dimensions des bâtiments, les dimensions des rues, etc. etc. Plus près de chez nous à Versailles, donc je crois que c'est Jean-Yves Le Guillou, je crois qu'il s'appelle, un historien de l'architecture, qui dans un documentaire explique qu'il a trouvé le module unitaire utilisé à Versailles de 33,3 cm en prenant des mesures sur le bâtiment et sur les murs. Donc vous avez des tas d'exemples comme ça. On peut citer également Flinders Petrie en fait.
et où le principe est de mesurer les bâtiments pour déduire en fait une valeur métrique redondante qui explique la géométrie, qui donne des nombres entiers. Donc ça, c'est une méthode. Il y en a une autre qui consiste à passer toutes les cotations que nous avons au filtre des statistiques et des probabilités. Cette méthode, elle est un petit peu différente, elle arrive à peu près au même résultat, mais elle permet parfois de détecter des petites subtilités qu'on ne va pas voir parce que nous, en tant qu'humains, on ne va pas forcément avoir la même sensibilité. L'avantage de l'outil statistique, c'est qu'il va tester toutes les possibilités qu'il puisse y avoir. Pas à pas, il va tester. Par exemple, je vais rentrer une série de données de cotation de la chambre, et donc il va tester les distances de 20 cm, puis 20,01, 20,02, 20,03, et ainsi de suite, jusqu'à 1,20 m par exemple. Et il regarde combien de fois on retrouve en nombre entier cette mesure. Ensuite, il calcule la probabilité de retrouver le nombre de fois une telle ou telle mesure, pardon, et il vous propose un classement des mesures les plus pertinentes. Donc ça, c'est une deuxième méthode qui est vraiment purement analytique, statistique et probabiliste, qui donne de très bons résultats et que j'ai également utilisé. Donc ça, ce sont les deux méthodes principales que j'ai utilisées. Donc la méthode de déduire de la géométrie, des modules unitaires carrés, etc., etc. Ou la méthode purement statistique, avec un outil qu'on avait développé il y a quelques années, avec un ami ingénieur. Donc on avait développé un outil mathématique pour ça, qui est publié d'ailleurs sur mon site, avec la notice de fonctionnement. Donc voilà les principes clés de la méthode qu'on utilise pour retrouver les valeurs unitaires. Alors, il est important de préciser que pour travailler, j'ai utilisé les plans du géomètre Aurélien Perroux de la société AGP. Donc AGP est la société qui a réalisé les scans 3D, qui est allé sur place. C'est eux qui ont programmé le scanner et c'est eux qui ont analysé les données brutes et qui les ont soumises à leur algorithme pour en déduire en fait des dimensions de ces chambres. Et c'est très important parce que en fait, ils étaient les seuls à connaître les paramètres de l'appareil et à pouvoir du coup gérer l'algorithme qui va compresser le bruit de mesure. Parce que c'est expliqué dans le film, lorsqu'on fait ce travail-là, il y a un bruit de mesure, qui sont des défauts de mesure, qu'il est possible de corriger. Et les autres personnes qui ont eu l'occasion d'étudier les scans ont étudié les données brutes, mais n'avaient pas forcément accès aux algorithmes qui permettaient de compresser le bruit de mesure. C'est le cas de Bertrand Lazime et de Gilbert Marguerite, avec lesquels je me suis entretenu et qui m'ont expliqué que eux, ils ont travaillé sur les scans bruts et que AGP a utilisé, eux, les scans bruts plus un traitement de compensation du bruit de mesure. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il fallait mieux que je me concentre sur les plans de la société AGP qui ont été donc ensuite édictés, enfin dessinés sur un logiciel qui s'appelle AutoCAD par Aurélien Perroux. Alors ces plans m'apparaissent être les plus précis. Et ça, c'est important de le préciser parce que sur d'autres plans, il peut y avoir des petites variations, mais qui peuvent être liées aussi au fait que si on traite les scans bruts, on va avoir une incertitude qui est un peu plus grande qu'avec des scans où on a traité théoriquement, statistiquement, des écarts de mesure. Pour résumer ça, il faut s'imaginer que si votre scanner mesure des centaines de millions de points et qu'il y a un défaut de mesure, une fois il va mesurer trop court, une fois il va mesurer trop long. Statistiquement, nous allons avoir autant de valeurs une fois trop courte, une fois trop longue, une fois trop courte, une fois trop longue. Et comme vous avez des millions de mesures, vous pouvez traiter la mesure de manière à ce que vous lissiez en fait la valeur exacte. Et plus vous avez de mesures, plus vous allez avoir une incertitude très faible. Si vous avez que 10 mesures et que vous avez une fois trop petit, une fois trop grand, vous allez retrouver la moyenne à peu près, avec une bonne certitude. Si vous avez 10 millions de mesures, à chaque fois un coup trop petit, un coup trop grand, vu le nombre de mesures, ce que vous allez proposer, il y a de fortes chances d'être exactement ce qui est la réalité. Donc ça, c'est important de comprendre ça, parce que dans ces chambres, vous allez voir qu'on travaille en fait avec une précision extrême, et je vais vous montrer en quoi ces chambres sont d'une extrême précision, et que ce qu'on prend pour des défauts n'en sont peut-être pas du tout. Nous allons voir maintenant quelques exemples pour illustrer à quel point ces chambres sont d'une extrême précision.
Par exemple, vous avez vu dans le film, donc j'avais constaté qu'il y avait une chambre, donc Vapiyaka, dont le couloir est désaxé par rapport à l'axe de la chambre et vient pointer à la perpendiculaire sur la chambre qui est à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait sans être en visuel, c'est-à-dire qu'on a le rocher, donc on ne peut pas voir comment on vise. Donc il y a un système d'arpentage pour le faire. Et Bertrand Lazime donc, a mesuré les parois de ce couloir pour montrer qu'elles étaient parfaitement perpendiculaires aux parois de la chambre à côté. La valeur moyenne de l'axe du couloir, c'est 90 degrés, 0,04 degrés. Donc 4 centièmes d'écart. Donc quand vous avez un angle précis à 4 centièmes d'écart, c'est une précision du même ordre que la façon dont est orientée la grande pyramide, par exemple, sur les axes cardinaux. Donc ça, c'est d'une précision vraiment remarquable. Autre exemple, avec ces deux chambres, Vapiyaka et Vadatika, en fait, elles mesurent rigoureusement au sol les mêmes largeurs, les mêmes longueurs. La différence pour la longueur est de l'ordre de 4 mm. La différence pour la largeur est de l'ordre de 1,5 mm. Donc vous voyez, ce sont les niveaux d'erreur sur des chambres qui mesurent entre 5,13 m et 3,42 m. Vous avez une petite erreur de superposition de l'ordre de 1,5 à 4 mm maximum. Donc ça veut dire que les gars, ils sont capables de reproduire rigoureusement les bonnes dimensions d'une pièce à une autre avec une erreur qui sur 5,14 m est au plus 4 mm. Et sur la largeur, on a 1,5 mm d'écart seulement, sur 3,42 m. Sur un travail travaillé dans la pierre, avec un polymiroir. Donc vous voyez là, ici, on a des exemples très clairs qui sont capables d'avoir une précision extrême. Ces deux chambres-là, en plus de ça, ont des rapports volumiques en nombre entier qui sont 7 par 8. C'est-à-dire que si une chambre a un volume de 7, l'autre a un volume de 8. Et ce rapport, il est tellement précis que j'ai calculé que pour qu'il soit parfait, pour que nous ayons une précision à 100%, il aurait suffi de modifier, on dit d'agrandir une des chambres, une paroi latérale, qu'on décale de à peu près 1 mm. Pour avoir un rapport parfait de 7 à 8, il faut décaler de 1 mm une paroi. Okay, ça, c'est quelque chose qui montre à quel point ils avaient une rigueur extrême dans la conception des chambres. Et c'est essentiel, et je pense que Vapiyaka et Vadatika sont là pour nous montrer que nous, les gars, on est capable d'avoir une précision de dingue. Et si dans une autre chambre, vous ne voyez pas cette précision, c'est qu'il y a une raison. C'est très important de le savoir. Ces gars-là étaient d'une précision extrême. Si vous avez ce qui vous semble être un défaut, c'est peut-être pas un défaut. Il faut essayer de comprendre ce que ça implique d'un point de vue géométrique, d'un point de vue métrologique, et peut-être que ça a d'autres implications qu'on ne connaît pas. Et pour terminer sur la précision, quand on était à Paris à l'avant-première, donc Bertrand Lazime, le géomètre, a été un des derniers à prendre la parole, et sur une question qu'on lui a posée, il a dit, moi, ce qui m'a étonné, c'est que les appareils de mesure ont une incertitude de plus ou moins 2,5 mm, mais quand on regarde la symétrie des chambres, il dit, eh ben, on s'aperçoit que les points sont à la même position, il y a 70% des points dans la même position à plus ou moins 2,5 mm. Et il dit, en fait, je me demande à quel point est-ce que tout simplement, c'est pas parfait parce que, en fait, on n'a pas tout à fait la capacité d'évaluer s'ils ont été mauvais ou pas sur la symétrie. Parce que globalement, notre incertitude est du même ordre que les erreurs. Donc en fait, peut-être qu'il y a une espèce d'effet qui se compense, quoi. Donc ça, c'est une chose qui, lui, en tant que géomètre, l'a interpellé. C'est que l'incertitude de mesure est du même ordre que ce qui semble être des défauts. Et que du coup, ben, c'est peut-être pas des défauts. Et d'ailleurs, Bertrand Lazime fait remarquer dans le film, rappelez-vous, il montre la chambre, je crois, de Gopika, où il explique que sur les plafonds, il y a des courbes qui descendent de chaque côté, il détecte une sorte de défaut au creux, et il dit, on voit le même défaut au creux de l'autre côté, en symétrie. Et on voit pareil sur les plans longitudinaux. Et il dit, bah, donc c'est pas des défauts, on ne peut pas avoir les mêmes défauts en symétrie. Donc ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants, et qui permettent de comprendre qu'on n'est pas face à de l'approximation, et que ceux qui vous diraient qu'il y a des défauts,
eh ben, c'est parce qu'ils veulent y voir des défauts. Mais si on veut vraiment regarder les choses correctement, on voit bien qu'ils sont capables de faire la perfection. Et si vous avez à un moment donné une cotation qui dévie de 3 cm, c'est qu'il y a une raison. Il faut essayer de comprendre. Donc voilà ce qu'on peut dire et qui est très important sur la précision. Donc cette parenthèse sur la précision m'amène à quelque chose d'important. C'est que lorsque j'ai travaillé sur la métrologie des chambres, il y a eu des moments où les valeurs moyennes d'un yard qu'on pouvait déduire s'écartaient beaucoup de la valeur moyenne. Par exemple, j'avais une moyenne qui était autour de 85,5 et puis je tombais sur un yard de 84,5. En fait, une valeur qui s'écarte beaucoup, quand on a vu la précision avec laquelle les chambres sont faites, avec la précision qu'ils peuvent avoir, eh bien, ça ne nous indique pas qu'il s'agit d'une incompétence des artisans. Ce que ça peut nous indiquer, c'est qu'il s'agit d'une autre mesure. Et que les valeurs qui s'écartent trop de la moyenne, en fait, ne peuvent pas être intégrées dans le calcul pour déduire la valeur du yard de barre à barre. Si des valeurs vont trop s'écarter de la moyenne, il est bien plus probable qu'il s'agisse d'une autre mesure ou d'un ajustement géométrique qui serait lié à des valeurs rapprochées des racines carrées ou de nombres irrationnels tels que le nombre pi par exemple. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est en fait la base de toute la métrologie ancienne. Et pour ça, je m'appuie sur des auteurs qui me précèdent et des travaux que j'ai effectués l'année dernière sur les variations du pied romain. Et donc, pour citer quelques auteurs, donc il y en a des auteurs comme John Michel, par exemple, John Neal ou Robin Hayes. Ces gens-là, en fait, ils ont travaillé sur la métrologie depuis plus de 30 ans, et ils ont compris qu'il y avait, dans la mesure antique, des variations de la mesure, qui sont liées justement au fait que pour approcher une valeur irrationnelle, comme le nombre pi, ou comme la racine carrée d'un carré, donc autrement dit la diagonale, pour approcher ces valeurs irrationnelles, on utilise des fractions approximatives. Et ces fractions approximatives, elles enclenchent mécaniquement des approximations, des variations d'une mesure qu'on va retrouver forcément dans la géométrie. Et ça, c'est hyper important de comprendre parce que c'est la base en fait pour comprendre pourquoi, lorsqu'une mesure n'est plus dans notre canon je dirais, de proportion exacte, il y a peut-être un truc à comprendre. Donc pour illustrer le travail de John Michel, entre autres, et puis des recherches que j'ai menées récemment, je vais vous donner 2 exemples d'usage en fait de ces fractions. Donc c'est parti, c'est la coudée royale égyptienne, je ne l'ai encore jamais expliqué vraiment, ça va être une petite nouveauté. Premier exemple, souvenez-vous, j'en ai parlé dans la petite vidéo que j'ai fait sur Saqqara. Premier exemple très important, c'est que John Michel a compris qu'il y avait une fraction qui est 175-176, qui est une méthode pour passer d'une mesure à une autre. Autrement dit, on rajoute un 175e pour passer d'une mesure à l'autre. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc il explique ça de différentes manières. Moi, je vous propose une autre manière que j'ai trouvée, qui s'applique sur la mesure de la coudée royale. Alors, si vous tracez un cercle dont le rayon est une coudée royale, vous avez donc 2 coudées royales pour le diamètre, ce qui vous donne 56 doigts, puisque sur chaque coudée, il y a 28 doigts. Donc si vous avez 56 doigts sur votre diamètre, vous avez un périmètre, en utilisant la fraction 22 par 7, de 176 doigts pour le périmètre. Donc on retrouve ici ce nombre 176. Donc la coudée royale, utilisée comme rayon d'un cercle, nous délivre le nombre 176 sur le périmètre du cercle. Comme 56 est un multiple de 7, mais aussi de 8, il existe une autre fraction, qui est 25 par 8, qui a été utilisée par les Grecs, par les Romains, par les Indiens, par les Sumériens, et aussi par les Égyptiens. Moi, j'en parle à Barabar, notamment, pas à Barabar, à Saqqara, où il y a peut-être un exemple vraiment majeur de l'usage de cette fraction sur les portes d'entrée de Saqqara. Et donc, si on utilise la fraction 25 par 8 pour approcher le nombre pi, vous avez donc dans ce cas-là 175 doigts sur le périmètre.
Et donc, pour passer d'une mesure à l'autre, tout simplement, je vais multiplier par le ratio 175-176. Donc ça, ce sont des choses qui sont expliquées dans l'ouvrage de Jean-Michel. C'est fondamental de le comprendre parce que 176 175, c'est le rapport entre 25 par 8 et 22 par 7. Et c'est une des clés qui permet de comprendre pourquoi des mesures peuvent varier parfois. En fait, les anciens ne pouvaient pas utiliser directement la valeur irrationnelle du nombre pi, donc ils ont utilisé des valeurs au nombre entier, sous forme de fractions. Je vais vous donner un deuxième exemple. Mon deuxième exemple, le voici, et il est très important, parce que c'est la première fois que vous allez l'entendre. On dit souvent qu'en Égypte, il y a eu plusieurs coudées qui ont été employées, et c'est vrai, il y a des coudées à 52,36 et des coudées à 52,5 cm. Et on a tort de penser que ces coudées sont juste le reflet d'une incapacité métrologique des artisans égyptiens et que voilà, ils étaient approximatifs et que c'est pour ça que ça varie, on ne sait pas combien étaient leurs mesures. En fait, c'est pas vrai du tout. Vous allez comprendre, il existe une autre fraction qui est utilisée pour s'approcher du nombre pi. C'est la valeur 63 par 20, ce qui fait 3,15. C'est une fraction qui permet de s'approcher du nombre pi, tout comme 22 par 7. Et une question qui se pose, c'est est-ce que les Égyptiens avaient connaissance de ça? A-t-on des indices de ça? Alors moi j'en ai énormément, je ne vais pas tous vous les présenter ici, mais je vais vous en donner quelques-uns ici. Déjà, première observation amusante, les Mayas avaient deux cycles astronomiques, de 260 jours et 819, ce qui fait le rapport exact de 63 sur 20. Ce sont des cycles astronomiques qui sont liés à la fraction 63 sur 20 égale 3,15. Juste petite parenthèse pour vous montrer comment, dans certaines civilisations, on peut associer l'astronomie aux mathématiques. Donc, exemple de l'importance du nombre 63 dans la géométrie et dans la symbolique égyptienne. Vous avez cet exemple amusant de ce qu'on appelle l'œil d'Horus. Les scribes se servaient des premières fractions diadiques, à savoir un demi, un quart, un huitième, un seizième, un 32, un 64e, pour faire des calculs. Et ceci était représenté par l'œil d'Horus, et il se trouve que la somme de ces fractions vaut 63 sur 64. Donc on a le nombre 63. Et ce qui est très important, c'est que 63 et 64 sont deux nombres qui sont liés à des problèmes mathématiques que l'on retrouve dans des papyrus égyptiens à propos justement du rapport entre le périmètre, entre la surface d'un cercle, et la surface d'un carré. Par exemple, on peut lire dans différents documents que les Égyptiens considéraient que la surface d'un carré de 8 unités était égale à celle d'un cercle de 9 unités de diamètre. Donc 8 fois 8 égale 64. Mais quelle était la surface du cercle avec leur méthode? Eh bien, vous avez des explications dans différents papyrus. C'est Cheikh Onkadiop qui en parle notamment. Eh bien, on utilise la méthode de l'octogone, c'est-à-dire que ici vous avez un petit exemple ici où le papyrus, on voit très bien que c'est expliqué ici. En fait, on encadre le cercle dans un octogone, on coupe comme ça donc les coins du carré, et on va compter les grilles. Et donc on a 9 x 9, 81 grilles pour la surface totale. Mais si on enlève le cercle, en fait ici vous vous retrouvez, en comptant les carrés qui sont ici, il y en a en fait 63. Donc on retrouve le nombre 63 ici également. Donc là on voit bien qu'en fait l'usage de ce nombre 63, il existe en Égypte. Il est lié justement à une approximation de la surface du carré et la surface du cercle. Autre exemple, ici vous avez à gauche un carré de proportion 70 par 99, c'est-à-dire que 99 c'est la diagonale, donc imaginons qu'ici vous avez 10 coudées, ça fait 70 palmes, puisqu'il y a 7 palmes par coudée, et bien sur la diagonale de carré, vous allez en avoir 99 palmes. Mais ce nombre 99, imaginons que ce soit la base de la grande pyramide. À ce moment-là, sa hauteur vaut 63. Parce que 11 par 7, c'est égal à 99 sur 63. En fait, dans la géométrie de la grande pyramide, il n'y a pas que le nombre 22 par 7 qui est intégré. Nous avons des nombres clés
de la géométrie, qui sont 63, 99, 70, 22 par 7, 63 par 15. Ces nombres-là sont présents en fait dans la géométrie de la Grande Pyramide. Et j'en viens maintenant à ma fraction 63 par 20 pour vous montrer qu'en fait, l'objectif des variations des mesures est tout simplement de conserver des nombres entiers. S'il y a une coudée de 52,36 et une coudée de 52,5, l'objectif est, dans la pratique, dans les calculs mathématiques, de conserver des nombres entiers. L'exemple est très simple. Imaginons que j'utilise la fraction 63 par 20, qui vaut 3,15, et que je calcule la circonférence d'un cercle dont le diamètre est 10 coudées de 52,5. Si je prends 10 coudées de 52,5, mon diamètre va faire 10,50 m. Eh bien, avec cette fraction de 63 par 15, cela va me donner la valeur. Vous allez retrouver 63 fois la coudée de 52,36 sur le périmètre. Ces deux coudées, 52,5 et 52,36, permettent de conserver des nombres entiers sur le diamètre et la circonférence. Voici un des secrets de la métrologie des anciens Égyptiens qu'on retrouve chez les Romains et que le professeur Thom a redécouvert dans les cromlechs de cercle à l'époque mégalithique. Parce que c'est comme ça qu'il a compris qu'en fait, il y avait le garde mégalithique. Il a compris que les bâtisseurs de cromlechs adaptaient parfois la forme de leur cercle de manière à avoir des nombres entiers de yards sur les diamètres et sur les circonférences. Il a compris ça. Et en fait, en Égypte, c'est pas parce qu'ils sont pas bons en métrologie, les Égyptiens, qu'on a 52,5 à 52,36. C'est parce que pour eux, ça leur permet de conserver des nombres entiers. Et ces mesures ne sont pas en opposition, elles font partie d'un système de mesures, on va dire concaténé, qui permet justement de conserver des nombres entiers, d'utiliser des fractions et d'approcher les valeurs irrationnelles du nombre pi. Donc là, je viens de vous donner deux exemples qui sont majeurs pour se pencher sur la métrologie des anciennes civilisations. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre un exemple, on va prendre une chambre, et je vais vous montrer comment sur une chambre, j'ai pu retrouver la valeur unitaire du yard de Barabar. Alors, ce que vous avez là, c'est quelque chose qu'on a vu dans le film, qui est que sur la chambre de Vatatika, en fait, on a des proportions largeur-longueur qui sont de 2 tiers. 2 pour la largeur, 3 pour la longueur. Et ça permet de commencer à déduire les valeurs de mesure unitaire, puisqu'on retrouve ce rapport 2 tiers sur la chambre de Vapiaka, on va retrouver un rapport 5,12 sur la chambre de Karam-Chopar, 3,7 sur Gopika, et etc. Et du coup, ça permet de commencer à comprendre quels sont les modules unitaires qui ont servi à déterminer la mesure de ces chambres. Et donc, vous voyez bien qu'entre la largeur ici et la longueur, on a 4 yards de 85,54, 6 yards pour la longueur de 85,57, ce sont les mêmes à 3 centièmes de centimètre, 3 dixièmes de millimètre si vous préférez. Donc ce sont les mêmes modules. Par contre, le géomètre Aurélien Pérou a constaté, et il l'a bien noté dans le plan, il n'a pas triché, il a indiqué quand même que le fond de la chambre semble présenter un rétrécissement très léger, et ça fait qu'il y a un diamètre, un rayon de cercle, de portion de cercle qui est un peu plus petit. On a 1,69 m et des poussières, ce qui fait qu'ici on peut déduire 2 yards de 84,88 cm. Alors, du coup, ça c'est un exemple justement d'une mesure qui sort largement de la moyenne. Et compte tenu de la précision avec laquelle ces gens ont travaillé, ça, c'est pas une erreur. Et je vais vous le montrer. Et du coup, on ne peut pas incorporer cette mesure comme étant une fraction du yard de Barabar. Je vais vous démontrer pourquoi. Continuons d'observer les champs maintenant sur le plan de la hauteur. On a ici on a la largeur, 3,42 m et des poussières, la hauteur, 2,35 m et des poussières, et on a un rayon de courbure ici, qui est le rayon de la courbe du plafond.
Ce n'est pas la totalité de la voûte, puisqu'en fait c'est un ensemble de cercles ici, mais il y a une très grande portion de voûte qui forme un arc de cercle, et dont le rayon est donné ici par le géomètre. Le rapport entre la largeur et la hauteur, c'est déjà un rapport en nombre entier de 32 par 22, ou 16 par 11 si vous préférez. Donc 22 c'est la hauteur, 32 c'est la largeur. Quant au rayon de courbure, il présente un rapport avec la hauteur de 22 par 15. C'est pour ça que j'ai gardé 32 par 22. Parce qu'en fait ici on a un système avec des nombres entiers, 15 pour le rayon, 22 pour la hauteur, 32 pour la largeur. Ce système ici, c'est un système où le dénominateur commun, enfin, il y a un nombre commun qui est 22. Ok? Donc là, ici, c'est extrêmement important ce détail. Parce que vous pouvez faire les calculs, c'est extrêmement précis. Et ça permet de comprendre combien vaut la hauteur au regard de barre à barre. Ok? Puisque du coup, le rapport entre la largeur et le rayon, c'est 32 par 15 également. Et donc, ça nous permet de déduire que la hauteur vaut 4 fois 22 sur 32, 2,75 yards. Et oui, parce que la largeur, ici, on a dit c'est 4 yards. Donc la hauteur vaut 4 yards multiplié par 22 par 32, le rapport entre la hauteur et la largeur. Ce qui fait que la hauteur, c'est 2,75 yards. Quant au rayon de courbe du plafond, le rayon de la voûte, eh bien c'est 4 fois 15 sur 32 égale 1,875 yards. Donc ça, c'est comme ça que j'ai pu petit à petit avancer et comprendre comment on pouvait déduire la valeur moyenne du yard sur l'ensemble des cotations. Je vous ai dit qu'il y avait un défaut au fond de la chambre, du moins c'est pas un défaut, on a un rayon qui est plus petit, qui fait qu'on a un yard plus petit, et vous allez comprendre qu'il s'agit de quelque chose d'intentionnel. Alors, observons. Donc déjà, on a le rayon ici, 1,69 m, la largeur de la chambre, 3,42 m, et la longueur, du plafond. C'est-à-dire, autrement dit, de l'extrémité de la chambre jusqu'à cette partie ici, qui est un peu moins longue que la longueur totale, parce que ce mur est incliné. Bien, ça, c'est un détail important aussi. Pourquoi? Parce que du coup, le rapport entre la longueur de 5,9 m 48 là, et le rayon de courbe, c'est un rapport 1 tiers. Il faut 3 fois ce rayon de 1,69 m et des poussières pour avoir la longueur de développement total du plafond jusqu'à l'extrémité de la chambre. Un rapport 3, 1 tiers. Remarquablement précis. Hein. Ok? Donc ça déjà, ici on a clairement une explication de pourquoi on a un ajustement. Autre observation amusante, le rapport entre ce rayon et la largeur de l'entrée de la chambre, c'est un rapport qui vaut pi sur 6. Puisque 0,8886 divisé par 1,6976 égale 0,5234. Pi sur 6 avec une précision de l'ordre du millimètre. Ok? Ça c'est amusant aussi. Hein. C'est pas terminé. Le rapport ensuite entre la hauteur et ce rayon qui est un peu plus court au fond de la chambre, c'est un rapport en nombre entier qui est 25 par 18. Avec une précision qui est remarquable. Et j'insiste là-dessus parce que cette fraction de 25 par 18, on la retrouve dans quasiment toutes les chambres. Et dans certaines chambres, on va la retrouver plusieurs fois. C'est un rapport qui est vraiment redondant. Ensuite, vous avez un autre rayon ici qui apparaît, c'est le rayon du fond de la chambre, qui est donné par le géomètre ici. Et ce rayon, qui est donc 1,61 m 77, vous pouvez constater qu'il est en rapport avec la longueur de plafond de 3,15. L'erreur est de 0,3 mm. Or, 3,15, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la fraction 63 par 20 du nombre pi. Ce qui veut dire que ce rayon, ici, se développe en multipliant par 3,15 pour avoir la longueur totale de la chambre. Nous avons ici un exemple de l'usage de la fraction 63 par 20 dans la façon dont a été agencée la géométrie de cette chambre. Je termine
en vous faisant remarquer que ce rayon de 1,77 m là qu'on retrouve sur le fond de la chambre, comparé au rayon de la voûte, on a un rapport intéressant, vous avez en bas à gauche, qui est que il est le même qu'entre deux fractions qui approchent pi, qui encadrent le nombre pi, qui sont 25 par 8 et 63 par 20. Le rapport entre 25 huitièmes et 63 par 20, c'est 125 sur 126. Je sais que je vais un petit peu vite, mais vous pouvez prendre le temps de revoir ça tranquillement, prendre votre temps. Moi, je peux pas faire une vidéo qui dure 3 heures. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer. Du coup, ça permet vraiment de comprendre complètement comment ont été déterminées les dimensions. Et donc, je peux avoir toutes les cotations qui vont se retrouver en nombre entier. Donc, je vais vous le montrer, ça donne sur un tableau. Ensuite, sur un tableau, j'ai pu rentrer toutes les cotations et comprendre, avec ce système-là, que ces cotations mesurent soit 6 yards, soit 5,9524. Donc ça, c'est un calcul mathématique, puisqu'on a compris qu'il y a un rapport 1/3 entre le rayon au fond de la chambre et le plafond. Et donc, tout est calculable, en fait. Ok? On peut donc calculer la valeur par rapport au yard de bar à bar. Et déduire sur cette chambre une valeur moyenne de 85,54 cm. Alors pour terminer, on va prendre un exemple sur la chambre de Sudama. Alors la chambre de Sudama, elle est vraiment intéressante, elle est aussi très compliquée à aborder, parce que déjà, vous voyez bien qu'elle a une forme géométrique un petit peu particulière. Et cette chambre de Sudama, dans le film Barabar, que ce soit Bertrand Lazible, le géomètre, ou moi-même, on s'interroge sur l'usage de la mesure métrique. C'est vraiment une question qu'on se pose. Et évidemment, on a peu d'éléments en nombre de mètres entiers sur l'ensemble des chambres. Hormis à Sudama, on n'en a pas. Mais tout de même, à Sudama, on a des éléments extrêmement précis qui sont surprenants. C'est que par exemple, on a le diamètre de la chambre circulaire, le dôme, qui mesure quasiment 6 mètres, globalement au millimètre près. On a la longueur de la chambre à côté, qui sur un des côtés mesure 11 mètres et qui a seulement un excès de 5 mm. Donc la présence comme ça de deux mesures en nombre entier en mètres, c'est assez interpellant. Alors, moi au départ, j'étais pas ultra convaincu que les artisans avaient utilisé le mètre. C'était pour moi possible qu'ils le connaissaient, c'était même évident qu'ils le connaissaient, hein, au vu de ce que j'ai compris de la métrologie, mais j'avais pas l'impression qu'ils l'avaient utilisé. Toutefois, j'ai un petit peu révisé ma position. Aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont utilisé, mais c'est plus délicat que ce qu'on pourrait penser. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, ce chiffre 11, il est particulièrement intéressant parce que 11 mètres, c'est un nombre entier de mètres, 11 mètres, mais si je divisais ça par 7, par exemple, j'obtiendrais 1,572, une mesure d'1,572 m. Mais je peux aussi diviser ça par un autre nombre entier qui est 21, et qui me donne dans ce cas-là 52,4 cm. Cette valeur de 11 mètres, en fait, c'est quelque chose qui est bien une mesure qui est liée au mètre, mais pas seulement. Les anciens, dans leur métrologie, c'est une chose que je fais des efforts pour expliquer ça. Lorsque vous mesurez une cotation, par exemple la Grande Pyramide, nous avons tort de croire qu'elle a été dimensionnée et pensée pour nous renvoyer à une seule unité de mesure. La base de la Grande Pyramide peut se mesurer en coudée royale, mais aussi en yard mégalithique par exemple. Elle évoque dans ce cas-là des nombres qui sont tout à fait évocateurs et qui mettent en relation ces mesures. Et en fait, utiliser une mesure qui va servir à intégrer à l'intérieur la valeur, le rapport en nombre entier de deux autres mesures, c'est un principe de base de la métrologie des anciennes civilisations. Ici, cette valeur de 11 mètres, elle met en évidence un rapport qui est 11 par 21 entre la coudée royale et le mètre. Alors comment est-ce qu'on arrive à ce rapport?
Il faut savoir que la coudée royale, elle est basée sur le nombre pi. C'est donc 1/6 du nombre pi en mètres. Mais si on prend la fraction 22 par 7, qui est un petit peu plus grande que pi, ça nous donne 22 par 7 divisé par 6, 52, 38, 8. C'est la coudée royale déduite du nombre pi par la fraction 22 par 7. Donc cette fraction elle est importante parce qu'elle est en nombre entier et c'est une valeur approchante du nombre pi. Et le nombre 11 par 21, c'est 22 par 7 divisé par 6, ça fait 11, 21. 52, 38, 0,8. Cette longueur ici de 11 mètres, elle est à la fois une mesure métrique, à la fois une mesure de la coudée royale. Pour information, dans la chambre haute, non, dans la chambre médiane, dans la grande pyramide, ce qu'on appelle aussi chambre de la reine, vous avez 10 coudées par 11 coudées pour les deux côtés de ce rectangle de la chambre au sol. Vous avez donc 10 plus 11, 21. Et vous avez donc ce rapport 21-11 que l'on retrouve dans la chambre de la reine. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que les anciens, dans une seule mesure, peuvent nous en glisser plusieurs. Et Soudama, elle est particulièrement compliquée à étudier et intéressante aussi parce que justement, il faut faire preuve d'un peu plus de subtilité que ça et ne pas s'arrêter, je dirais, à des idées limitées. Donc il y a des gens qui essayaient je dirais, de contredire en disant que 11 mètres, ça peut tout à fait être 13 yards de bar à bar. Eh ben non, ça ne peut pas être 13 yards de bar à bar. Vous le voyez, si on fait 13, ça fait 84,65. On est extrêmement loin de la valeur théorique du yard de bar à bar. C'est une valeur qui s'écarte beaucoup trop de la moyenne. Donc on a un problème. Alors pour information, pour petite précision, le cercle qui n'est pas complet ici, cet arc de cercle ici, là, si j'en traçais le périmètre complet, ben, en fait, théoriquement, hein, d'un point de vue mathématique, si on comprend bien comment tout est agencé ici, on devrait avoir 50 coudées royales sur la circonférence de ce grand cercle-là. Donc un nombre entier de coudées royales. Juste petite parenthèse. Donc on va essayer d'approfondir maintenant ce 11 par 21. Donc on a dit, on a une longueur de 11 mètres. 11 mètres, c'est aussi 21 coudées royales de 52,38, issues de la fraction 22 par 7, comme valeur approchée de pi. Le yard de bar à bar théorique, sa valeur, telle que moi je l'ai proposée, à l'issue de toutes les mesures et analyses que j'ai faites, en fait je suis arrivé à une valeur moyenne, j'ai trouvé 85,405, c'est la moyenne de toutes les valeurs que j'ai déduites telles que je vous l'ai montré là. Et du coup j'ai compris assez rapidement qu'il y avait une relation entre cette valeur et deux figures géométriques que sont le cercle et le double carré, c'est ce qu'on voit dans le film, et ce qui permet d'ajuster la valeur théorique du yard de bar à bar par rapport au mètre comme ceci. Donc 85, 41, 1, 5, etc. C'est la valeur théorique parfaite. Mais j'ai bien conscience qu'il y a des variations, et ces variations s'expliquent justement par des ajustements géométriques liés à des fractions qui sont des valeurs approchées des nombres irrationnels. Donc une fraction, un système clé, c'est ce système 25 par 8 et 63 par 20, qui sont deux fractions approchant du nombre pi, qui encadrent le nombre pi, une plus petite, une plus grande. Le rapport entre les deux, c'est 125-126. On le retrouve dans les chambres de bar à bar notamment. Et bien, comment est-ce que je passe de 85-411 à une mesure de 84,73 cm? Ben, tout simplement en utilisant la fraction 126-125. Donc 84,7, c'est pas un yard de bar à bar, pas directement, c'est un yard de bar à bar ajusté par l'intermédiaire de cette fraction qui permet de passer d'une valeur approchée de pi à une autre. Fred, sur la chaîne L'Apprentissage, a fait une émission il y a un jour ou deux où il a essayé d'étudier une zone qu'on appelle la banquette dans la chambre de Karam-Chopard pour essayer de voir s'il pouvait déduire un étalon de cette forme de banquette qui est en forme de parallélépipède.
Et bon, il a essayé d'évaluer ça, il a trouvé que ça pouvait correspondre à un étalon de 84,72 cm. La façon dont c'est déduit de cette banquette de pierre est à mon avis un petit peu limite parce qu'on a une grosse incertitude de mesure en fait sur cette banquette. Parce que moi, j'ai pas les cotations ultra précises qui ont été faites avec une compression du bruit de mesure. Et sur les différents plans que j'ai des écarts assez considérables. Donc les dimensions de cette banquette sont pas du tout clairement définies. Il faudrait un peu affiner ça. Par contre, c'est extrêmement probable que cette valeur de 84,72 soit utilisée. Et ici, on a un exemple avec les 11 mètres. Ok? On a un exemple ici intéressant, parce que 13 fois cette valeur, ça donne à peu près 11 mètres, ça donne à peine plus de 11 mètres. Et ce à peine plus, il s'explique justement par l'usage de fractions approchantes. Donc 84,72, c'est ce qu'on appelle la pige des bâtisseurs de cathédrale aussi. C'est tout simplement que c'est une canne graduée, et on passe d'une mesure à une autre en multipliant ou en divisant par le nombre d'or. Donc si j'ai la coudée royale, je multiplie par le nombre d'or, j'obtiens 84,72, c'est donc une valeur, une coudée dorée, on peut dire ça. Et si je divise par le nombre d'or, j'obtiendrai le pied de 32,36 cm. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment existé en Égypte. Il y a vraiment une canne comme ça qui a été retrouvée. C'est Petri qui a découvert ça. Il n'avait pas compris ça. Moi, j'ai fait un petit bouquin pour expliquer que les dimensions sur cette canne, c'est justement une canne où on a 12,36, 20 cm, 32,36, et on pourrait arriver à 52,36, et ainsi de suite. Donc voilà ce que c'est que cette mesure-là. Donc c'est bien une mesure qui est liée à l'Égypte. Et donc, pour arriver à la fraction 11 par 21, en fait, si on utilise non pas le nombre d'or, mais l'approximation 55 par 34 ici, eh ben, on trouve exactement le rapport 11-21, hein, avec une précision de 9,99999. Donc autrement dit, la valeur théorique du diable de Baraba, en utilisant ce système fractionnaire ici, ces valeurs rapprochées, 126, 125 et 55, 34 pour le nombre d'or, nous permettent de retomber mathématiquement sur le rapport 11-21. Et ça, c'est une clé en fait pour comprendre certaines mesures à Baraba. Donc 11 mètres, c'est aussi 13 mesures théoriques de 84,72 cm, qui est une variante du yard de Baraba, dont la valeur théorique du yard est 85,411 cm. Et cette variante, elle s'explique avec ce système mathématique-là. 13 fois 84,72 nous donne 11,136, enfin 11,0136. Le mur en face des 11 mètres, il est un poil plus grand. Il fait 11 mètres, 1 cm et 22 mm d'après les données que j'ai par le géomètre Aurélien Perrault. Soit 13 piges des bâtisseurs. Voilà, c'est un petit peu complexe et laborieux, mais comprenez bien une chose, les anciens architectes, métrologistes, utilisaient des dimensions dans lesquelles ils intégraient plusieurs unités de mesure. Ça, c'est une chose de base que j'ai montré plusieurs exemples sur les pyramides. On peut le voir, par exemple, les 3 pyramides de Plateau de Gizeh peuvent être mesurées dans différentes unités de mesure et vont vous donner des nombres significatifs. Et c'est justement ces nombres significatifs indiquent le rapport qu'il y a entre deux mesures. C'est une clé en fait. Hein, c'est une clé, c'est un système. Je vais m'arrêter là et je vais conclure en vous disant qu'il y a d'autres éléments en fait qui permettent de confirmer qu'on a bien des artisans tailleurs de pierre qui sont venus à Barabar, qui possédaient la science métrologique égyptienne, qui possédaient également une science astronomique et géodésique très précise, qui montre que ils ont intégré dans Barabar les valeurs de la coudée royale. Et ça, j'en parle dans l'interview que Patrice a fait quand il est venu préparer le film. Donc cette interview, je crois qu'elle est entièrement disponible sur le site BAM Investigation, avec justement un bout de conférence que Patrice a filmé, quand je lui ai expliqué un petit peu le compte-rendu de mes recherches.
Donc ça, ben, si vous voulez le voir, vous pouvez aller le voir là, c'est sur Bam Investigation. Donc c'est une interview où justement je vous montre d'autres preuves de l'importance de la coudée royale dans ce système de Barabar. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ça et puis je vous souhaite bon voyage en Égypte et en Inde et partout dans le monde.